Alors, on reprend l'article 3, puisque la durée maximale du mandat des membres est fixée à 6 ans pour les élus. En cas de démission, l'élu pourra être remplacé. Et 3 ans renouvelables pour les autres représentants ou non une association. En cas de démission, le suivant sur la liste d'attente sera nommé par délibération du conseil municipal. Un appel à candidature pourra être lancé. Donc en fait, notre règlement le prévoit déjà. C'est ça. Donc, ce que je disais, ok. simplement, on n'a pas la liste. Et du coup, on n'a pas la liste. Donc, si le règlement le prévoit, on n'est pas dans l'illégalité et donc en accord total à créer des listes d'attente pour que si on a des démissions, et de toute façon, après les 3 ans renouvelables, on puisse repartir sur des nouveaux membres. Très bien. C'était un élément que je n'avais pas, Gérard. Et merci aux techniciens de me porter la connaissance. On vote le numéro 3 ? Non, monsieur... Oui, on va voter. Juste une précision, je vais encore m'abstenir, je vais expliquer pourquoi. C'est juste, je ne m'oppose pas à la création, au principe de la création des comités. Je m'abstiens parce que je ne peux pas participer à ces comités, parce que tu me l'empêches. Voilà. C'est bien de le préciser quand même. Eh ben, c'est au moins précisé. que les gens comprennent pourquoi je m'abstiens pour des comités consultatifs que je trouve très bien par ailleurs. 6 élus du conseil municipal du groupe majoritaire et d'opposition ont été nommés. Et oui, tu n'es pas dans cette liste. Non. Très bien. On vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à la majorité. Abstention, Monsieur Brochet, vous avez, bien sûr, vous l'avez justifié, mais oubliez de lever la main pour le vote. Philippe Pigné devait présenter le numéro 4. Il a délégué Bruno Laquet, qui a sa procuration, pour nous présenter ce rapport numéro 4, qui est l'appel à candidature pour l'occupation de l'ancien office du tourisme situé sur le domaine de Pont-Royal. Alors, l'objet, voilà, c'est l'appel à candidature pour l'occupation de l'ancien office du tourisme situé sur le domaine de Pont-Royal, afin de favoriser l'implantation de nouveaux commerces destinés à contribuer à l'animation et la diversification commerciale de la commune. La commune souhaite mettre en place un appel à candidature pour l'occupation d'un local commercial situé sur le domaine de Pont-Royal, à Malmort-de-Provence. La procédure de sélection se compose dans un premier temps par le dépôt d'un dossier de candidature, suivi par un entretien avec le jury de sélection. Un jury composé de professionnels, d'institutionnels et d'élus représentant la commune sera chargé d'analyser les dossiers de candidature et de sélectionner les lauréats pour chacun des 2 commerces. À cet effet, un dossier de candidature figurant en annexe sera accessible. Pour être retenu, le candidat devra proposer une activité permettant d'apporter une réelle plus-value et une complémentarité face aux activités commerciales déjà présentes au sein du domaine, attractive permettant d'attirer un large flux de clientèle et adaptée à son environnement, porteur d'activités à dominante touristique et sportive. L'activité proposée devra également s'insérer dans les aménagements existants de qualité. Les candidats pourront notamment se faire accompagner par le réseau Initiative du Pays Salonnais et la CCI d'Arles. Après avis de la Commission des affaires institutionnelles du 27 juin, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la mise en œuvre de ce dispositif et le dossier de candidature figurant en annexe, de constituer un jury qui aura pour vocation d'examiner et d'attribuer les candidatures. Ce jury est composé des membres suivants: 10 membres du conseil municipal, M. Bruno Laquet, Mme Ghislaine Guy, M. Vincent Daval, M. Philippe Pigné, Mme Françoise Chéroute, Mme Nadine Pourcin, M. Sylvain Castagnier, M. Éric Bruchet, M. Thierry Platon, M. Dimitri Faro. Ensuite, M. William Bagary, président de Malmort Entreprendre, Mme Elisa Viré, présidente de l'association AFUL, M. Jérôme Lorédy, directeur du Golf, M. Alain Vanel, restaurateur du restaurant La Farigoule, M. Maréchal, chargé d'affaires CCI, et M. Franck Gorgone, directeur du réseau Initiative du Pays Salonnais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport?
Monsieur Sambin. Il y a quelque temps, il y avait eu un comité aussi pour l'attribution du commerce de la rue Fernand-Poriol, qui a été remporté par quelqu'un qui va développer une activité liée au golf, puisque c'est du matériel sur mesure. Je ne connais pas la surface de l'Office du tourisme de Pont-Royal. 140 mètres carrés. C'était probablement plus adapté à son activité que la rue Fernand-Poriol, où un commerce de bouche aurait été plus intéressant pour les habitants. Le même tarif. On peut connaître justement le loyer Du golf. Alors, il y a donc un comité qui va travailler à la superficie et d'un local commercial important qui pourra d'ailleurs être d'une seule surface ou de deux surfaces, de deux possibles. Donc pour le moment, cela n'est pas encore défini. On a demandé à l'urbanisme de travailler à se rapprocher sur le loyer au plus près des besoins sur la commune, puisque c'est tant le mètre carré. Et donc, je pense qu'il y aura là-dessus des précisions. Bon, il n'y a pas M. Pigné, et je pense qu'il ne peut pas pour le moment s'avancer sur un loyer défini. Par contre, c'est clairement lié au volume et au mètre carré de ce local. Ce n'est pas un bail solidaire, ce n'est pas un local facilitateur d'entreprise, c'est réellement une volonté de nouvelles recettes pour la commune sur ce local que nous avons là-haut, avec l'activité la plus adaptée, bien entendu. Et c'est pour ça que ce jury a été constitué assez large, vous le voyez. Ce ne sera pas facile pour ce jury de travailler ensemble à l'intérêt, mais en tout cas, ça a été fait avec le premier jury et le choix qui a été fait du candidat parmi 3 candidats qui s'étaient présentés. Je fais confiance totalement à cette commission économique et à M. Philippe Pigné, qui est donc délégué au tourisme, enfin non pas au tourisme, pardon, à l'économie et à l'emploi, pour mener à bien ce chantier avec toutes les étapes, puisque on est déjà dans le 3e jury qui se passe de ce type-là, même si chaque jury a eu une spécificité. D'abord pour les 2 locaux commerciaux de Poriol, ensuite pour le local de la SEM, et là pour le local sur le domaine. Voilà. Je retiens que ce local est divisible et que le loyer est dans le prix du marché et que le marché entre Pont-Royal et la rue le golfe de Pont-Royal et la rue Fernand-Poriol doit être à peu près le même. Où il y a des différences de prix de loyer. Non, il y a une différence de prix. Donc c'est plus cher au golfe. Oui. Oui, vas-y, Christian. Alors, tu dis que c'est divisable, mais le problème, c'est l'alimentation électrique. Et si on veut le louer actuellement assez rapidement, il n'y a qu'un compteur électrique. Donc, il faudrait faire une demande pour un 2e compteur électrique qui nous prendrait entre 3 et 6 mois pour être branché et faire les travaux dedans. Donc, il ne serait pas loué tout de suite. Donc, je pense que beaucoup de choses viendront de ces candidatures qui vont se faire. On sait qu'il y a des vraies demandes. Voilà, il y a en effet une attente là-dessus. Nous, on avait le tourisme là-haut, aucune, que ce soit Pierre et Vacances ou la FUL, n'ont pas souhaité se positionner sur ce local, ce qui a été une première demande. Et du coup, voilà, on fait un dossier de candidature en bonne et due forme avec une location d'un local qui nous appartient, qui nous coûte aussi des charges, puisque nous, on a des charges sur ce local, les charges de propriétaires.
et de copropriété. Donc voilà, l'idée c'est aussi que la commune retrouve certaines recettes sur ce local qui lui appartient et dont on ne veut pas se séparer non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On ne l'avait pas prêté ce local à une époque? Alors ce local, il a été en effet à titre gracieux. Alors si on remonte, la première occupation du local que je connais, il y en a peut-être eu d'autres, il était donc à titre gracieux par convention au niveau du département, du tourisme. Ensuite, quand le département est parti, la commune l'a repris et nous avons mis en place, puisqu'on avait encore la compétence tourisme, une occupation temporaire d'été en convention avec le Massif des Costes et l'Office du tourisme de Salon et l'Office du tourisme de Mallemort. Donc il a fonctionné plusieurs étés donc avec ces trois entités. Et puis, et l'année, ça c'était l'été, et l'année, on le prêtait à titre gracieux à une association, les Amis de Pont-Royal, pour des activités et leurs réunions. Et nous avons donc cessé toute convention depuis que le tourisme est passé métropolitain avec les deux autres offices de tourisme de Salon et du Massif des Costes. Et nous avons cessé notre convention avec les Amis de Pont-Royal en mai de cette année pour avoir justement ce local libre, disponible et mis en dossier de candidature. Voilà l'historique du local. Et qu'est-ce qui motive le fait de ne pas décider de le vendre plutôt que de chercher un locataire, vu les difficultés qu'on a eues à trouver des locataires pour les commerces de la rue Fernand-Poriol? En fait, on s'est posé aussi la question, mais je pense que nous avons assez rapidement, lorsque on a cessé la convention avec l'association des Amis de Pont-Royal, eu des demandes comme ça de commerces qui souhaitaient s'installer, de volontaires, et c'est pour ça qu'on a mis cela en place au niveau d'un dossier de candidature, parce qu'on veut la totale transparence, un jury qui choisit et non pas une attribution sans passer par ce filtre-là, et une volonté de ne pas se départir non plus de biens communaux pour l'avenir. Voilà, on a quand même du coup par cette propriété sur le domaine un pied aussi dans les statuts, dans les copropriétés, dans l'invitation aux assemblées générales. Donc la volonté de la commune, c'est que ça soit rentable, mais en même temps rester propriétaire sur le domaine. On passe au vote du rapport numéro 4. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc abstention, Monsieur Sambin. Et vote à la majorité. Monsieur Laquet présente le rapport numéro 5 et nous dit pourquoi. Alors le rapport numéro 5, c'est la modification de la délibération du 2 février 2023, du 25 janvier 2023, portant recueil des tarifs communaux pour la commune pour l'année 2023. Lors de la séance du 25 janvier, le conseil municipal a approuvé pour l'année 2023 le recueil des tarifs communaux. Il est expressément précisé pour l'entrée de la piscine municipale, un tarif adulte à l'unité d'un montant de 3 € et d'un tarif pour les personnes extérieures est fixé à 6 €. Or, afin de développer sa politique sportive, la commune de Mallemort souhaite étendre le tarif adulte à l'unité d'un montant de 3 €, bien entendu aux habitants de la commune de Mallemort, mais aussi au personnel qui travaille sur la commune et aux enfants non malmortais accompagnés dans le cadre des groupes du CIVU, Colline, Durance et leur accompagnateur. La piscine municipale sera aussi gratuite pour les pompiers de Sénas, les jeunes sapeurs-pompiers et les gendarmes. Après avis de la commission affaires institutionnelles du 27 juin 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver la modification de la délibération du 25 janvier 2023 portant recueil
des tarifs communaux pour l'année 2023 et d'approuver la grille tarifaire suivante pour la piscine municipale. Voilà, donc une petite correction qui vient en complément de ce que nous avions voté par rapport aussi, comme il est expliqué, à faciliter, puisque en effet les enfants du CIVU ne sont pas tous malmortés et étaient considérés comme extérieurs. Donc là encore une fois un cadre juridique fort qui nous tient et qui nous oblige à être très précis dans la tarification et nos délibérations. Et comme la piscine a ouvert samedi, c'est pas un problème. Et dès qu'on l'a voté et que on a le retour de la légalité, eh bien nous pourrons appliquer ces tarifs, comme il est dit, aux 3 cas que nous n'avions pas anticipé peut-être à l'époque. Voilà, mais c'est aussi être réactif et une certaine souplesse pour pouvoir répondre au mieux aux habitants. Des questions sur ce rapport, Monsieur Sambin? J'ai une remarque. C'est par rapport à la tarification des enfants qui participent au CIVU et qui sont non malmortés. On avait eu des échanges sur le fait que nous, on avait une piscine, toutes les communes membres du CIVU n'en avaient pas forcément, qu'elles auraient pu contribuer, parce que ça a un coût, la piscine, à l'entretien de la piscine, chose qu'elles n'ont pas, je ne sais pas si on les a sollicitées ou si on ne les a pas sollicitées, mais si on les a sollicitées, elles n'ont rien donné. Donc aujourd'hui, on est en train de dire, malgré qu'elles ne participent pas à l'entretien de la piscine, elles auront un tarif préférentiel sans coût. Mais si c'est comme ça, il vaut mieux habiter à Vernègue qu'à Malmort. À Malmort, on paye. À Vernègue, on ne paye pas. Et on bénéficie quand même des installations de Malmort. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ou alors j'ai mal compris. Oui, tu as mal compris, parce qu'ils payent. Ils payent le tarif de Malmort. C'est pas gratuit. Le CIVU. Oui. Même s'ils ne sont pas malmortés, mais en tant que participants au CIVU, ils bénéficient de la même tarification que malmortés. Oui, mais c'est ce que je dis. On est en train d'aider les non malmortés membres du CIVU, pas les autres. Hein. Or, le CIVU, c'est quand même aussi d'autres communes avec d'autres maires qui ont pris la décision de ne pas donner un rond, mais qui vont, à travers le CIVU, bénéficier des dépenses. Je te rappelle que dans le CIVU, il y a Charleval. Charleval a aussi sa piscine. Et d'autres sur les 4 ou les 5 communes du CIVU? Non, ils n'ont pas de piscine, ceux qui ont leur effectivement. piscine, ils l'entretiennent, c'est leur problème. Comme c'est le nôtre ici, ceux qui n'ont pas de piscine, ils envoient leurs gosses au CIVU. Ils vont à la piscine de Charleval ou de... Non, mais moi je trouve... oui, Laurent. Centre aéré, qui est un hippogroupe CIVU, pas aux autres enfants. Ouais. Pas à ceux qui viennent de leur plein gré avec leurs parents, etc. On parle que des enfants du centre aéré. Tout à fait. Coligroupe. Tout à fait. Et je trouve qu'on a là un discours complètement fou parce que on travaille au CIVU. On a travaillé à ce syndicat du CIVU pour conserver notre enfance jeunesse à 5 communes, à mutualiser. On a une présentation de CTG avec cette dynamique et franchement venir sur cette question-là, et on parle bien des enfants qui sont à LSH qui auront donc le tarif à 3 € et ça, parce que c'est une question de groupe. Vous imaginez la discrimination lorsque le groupe A, amené par son éducateur, animateur, arrive, on partage, on dit qui est de Malmort, allez 3 €, les autres 6 €. Vraiment, je trouve que là, on a des débats moi, qui me dépassent parce que je pense que la délibération qu'on passe, elle est justement... Alors certes, une piscine, ça coûte, et à la commune de Malmort, elle coûte, et Françoise dit à la commune de Charleval, elle coûte. On est là-dessus. Oui, on n'est pas à l'heure
d'une entraide et d'une mutualisation parce que chaque commune a des difficultés financières, mais qu'au moins, dans un fonctionnement, on ne s'oppose pas là-dessus et qu'on ne discrimine pas les enfants inscrits à la LSH. Voilà, ça me semble normal, quoi. Voilà. Et je suis un peu choquée que ça ne le soit pas pour tous, mais je reconnais votre position et j'entends que vous mettez en avant plutôt la rentabilité. Non, c'est pas la rentabilité, c'est l'équité. C'est l'équité. Les membres du CIVU qui n'ont pas de piscine sur leur territoire peuvent augmenter à proportion des enfants de leur commune leur contribution au CIVU pour les entrées. C'est dommage, hein, parce que pour les autres cas, je suis 100% d'accord. Mais sur ça, par principe, ça me gêne. Alors on va penser qu'en faisant cette remarque, je passe pour le radin de service, mais c'est pas du tout ça. C'est un problème d'équité. C'est un problème d'équité. Quand on décide de mutualiser des services avec d'autres et que ces gens-là ne veulent pas participer. Mais est-ce que cette équité, on ne la retrouve pas à d'autres moments? Je vais vous prendre l'exemple d'une pratique qui ne se fait pas ailleurs, qui se fait à Malmort, le tir à l'arc par exemple. On a équipé un mur de tir à l'arc, etc. Association très dynamique, qui accueille tout le monde, qui ouvre à tout le monde. Et pour autant, on ne distingue pas, parce qu'il n'y a pas de tir à l'arc à Vernègue ou à Alens, leur pratique de la pratique des Malmortais. Et peut-être que nous, on a des enfants qui vont sur une pratique à Alens ou à Vernègue ou à Charleval, voilà, et ils ont le même accueil dans ce sens-là, parce qu'il n'y a pas de différenciation. Et moi, je parle plus de territoire que de commune, même si je m'occupe sérieusement des finances de la commune de Malmort. Il y a aussi, on a vraiment, et on porte ce sens de territoire. Et on ne discrimine pas par cette délibération les enfants du CIVU et les accompagnateurs. Voilà. Monsieur Platon. Oui, alors ce débat, ça me rappelle un débat sur les bus et les territoires entre Aix et Salon, où ce genre de repli identitaire sur un territoire Aix, qui ne veut pas transporter les gens de Malmort pour les amener à Aix, parce qu'ils ont leur budget, leur système de fonctionnement. Voilà, donc c'est un service public, et la piscine, c'est un service public, elle est ouverte à tout le monde, et voilà, et puis il y a un fonctionnement de territoire, comme on le dit. Et aujourd'hui, dans la métropole, on n'a pas de fonctionnement de territoire sur la mobilité, et ça, je le regrette. Bruno ? Après, je ne pense pas que les parents y mettent spécialement exprès leurs enfants au CIVU pour pouvoir bénéficier de 3 € à la piscine, quoi. Je ne parle pas des enfants, je ne parle pas des parents, je parle des maires de ces communes qui n'ont pas de piscine. C'est eux qui peuvent mettre la main. On ne parle pas de grosses sommes. C'est une affaire de principe, c'est une affaire d'équité. Ce n'est pas eux qui entretiennent la piscine. Christian ? Alors, moi, je suis au CIVU. Je peux te dire que chaque commune donne des structures, et on n'a jamais, quand ils vont à Vernègue au touche-à-tout et tout, ils payent le même tarif, qu'il soit de Malmort, Alens, Vernègue, et Vernègue ne demande pas de payer moins parce que c'est chez eux. On est sur un système de mutualisation de nos infrastructures, de nos biens. Quand ils vont faire des choses à Alens, on regarde pas si c'est un gosse de Malmort ou un gosse d'Alens. C'est tous des enfants du CIVU. On apporte aux parents des services pour la garde des enfants pendant l'été. Et je ne vois pas pourquoi on commencerait à faire des comptes d'apothicaire entre toi tu me dois ça, toi tu me dois ça, toi tu me dois ça. On a des proportions, on a les subventions qu'on reçoit, on redonne des subventions au CIVU, proportionnellement à la grandeur de la commune. Et il n'y a pas de dire, toi tu regardes, toi tu viens chez moi, non, moi je viens chez toi. Non, ils sont tous pareils.
Et ils ont aussi Vernègre aussi à coup à l'héritière de gestion de leur patrimoine. Les cities appartiennent à la Manon ne nous dit pas vous allez payer plus parce que voilà, quand le CIVU a été le CIVOM a été dissous, ils se sont partagés les infrastructures. Et chaque commune a récupéré des infrastructures. Et quand le CIVU a été créé, on a remis toutes ces infrastructures ensemble et on n'a jamais dit toi tu payes plus que moi. Voilà, on a fait une proportion par rapport à la grandeur des communes, ce qui est tout à fait normal par rapport au nombre d'habitants, mais on n'a jamais commencé à dire toi tu payes plus, toi tu payes moins. Voilà, c'est pour les enfants. Rendons juste la gestion de la piste. Elle n'est pas intercommunale, elle est malmortaise. Bon, on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres remarques sur ce rapport numéro 5. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, abstention de M. Sambin et vote à la majorité. Merci. Françoise nous présentera le rapport numéro 6, qui est une dénomination de voie dont on a l'habitude maintenant de passer régulièrement en conseil municipal. Merci. Voilà. Bon, mais donc je ne vais peut-être pas pour relire le début de ce qui concerne les deux dénominations que nous allons passer. La première, c'est la dénomination d'une voie qui s'appellerait Chemin Marguerite Maillac. C'est à la demande de la famille, parce qu'il on a toutes les tout ce qu'il fallait juridiquement pour que ça puisse se faire, puisqu'il y a des contraintes quand on donne le nom d'une personne individuelle, voilà, même. Donc la réalisation du lotissement pour le potager de Marius, qui concerne 3 lots à bâtir, a nécessité la création d'une voie d'accès depuis l'avenue Joliot-Curie. Ainsi, il s'agit de dénommer cette voie afin de pouvoir attribuer une adresse aux 3 villas qui seront construites. Après concertation auprès du propriétaire des parcelles concernées, il a été décidé en réunion du groupe adressage de dénommer la voie comme suit: Chemin Marguerite Maillac, qui est la maman du propriétaire du jardin, du terrain. Voilà. Ainsi, il s'agit de régulariser cette voie afin de pouvoir attribuer une adresse aux riverains, et après concertation auprès des riverains concernés et afin de conserver l'aspect historique du lieu, il a été décidé en réunion du groupe adressage de dénommer... Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mal. Ça, c'est la première. Ça, c'est la première, la pardon. deuxième. J'ai pas vu... Excusez-moi. Et donc, deuxième voie à dénommer, c'est route du Vieux-Pont. Vous avez le plan derrière, hein, bien sûr. C'est la route qui mène du rond-point jusqu'au Vieux-Pont et qui tourne pour rejoindre la route le long des 23. Donc, cette route va conserver le numéro D23F, mais on va rajouter route du Vieux-Pont. Et après avis de la commission urbanisme du 28 juin 2023, donc il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver premièrement la dénomination chemin Marguerite Maillac comme présenté ci-dessus, et d'approuver la dénomination route du Vieux-Pont D23F comme présenté ci-dessus aussi, et d'autoriser Madame le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Alors déjà, j'ai pas vu le... Voilà, merci. Les délibérations. Non, mais on a 2 nominations, on a bien compris, et on continue à chaque fois qu'on en a de nouvelles à passer des délibérations. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport numéro 6? Pas de questions, donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, vote à l'unanimité. Et le travail des nominations se poursuit. Merci. Le rapport numéro 7 sera présenté par Vincent Daval. Donc il s'agit d'une acquisition foncière dans le cadre du maintien des espaces naturels sensibles des parcelles cadastrées
D297, D300, D301, 302 et 365, massif du Gros Roure, appartenant à la division RER pour une surface totale de 6 850 m². En date du 3 mai 2023, la division RER a informé la commune de sa volonté de vendre ces 5 parcelles. Ces parcelles jouxtent la forêt communale, parcelle communale D1019 de 72 hectares. La commune entend donc donner une suite favorable à cette demande pour intégrer ces parcelles dans le parc communal existant. Donc la commune souhaite à terme acquérir au gré des opportunités la totalité de l'espace forestier du massif du Gros Mour. L'achat de ces parcelles est fixé à 6 850 €, soit 1 € du mètre carré. Dans la mesure où ce prix de vente est inférieur à 180 000 €, il n'a pas obligation de saisir les services des domaines pour l'évaluation. En date du 22 juin 2023, la commune a réceptionné les accords de l'indivision RER, à savoir RER Claire, RER Marinette, RER Cédric et RER Océane. Par ailleurs, donc, une demande de subvention auprès du département des Bouches-du-Rhône au titre des acquisitions de réserves foncières en zone naturelle ou agricole va être sollicitée. Donc il peut aller jusqu'à 60% du coût hors taxe, incluant les frais d'acte administratifs d'un montant de 600 € hors taxe. La commune pourra ainsi donc bénéficier d'une subvention à hauteur de 4 470 €. La somme de 2 980 € restera à la charge de la commune. Après avis de la commission urbaine du 28 juin 2023, il est proposé aux membres du conseil municipal d'approuver l'acquisition des 5 parcelles cadastrées pour un montant de 6 850 €, d'autoriser Madame le maire à signer l'acte de vente en la forme administrative afférent à cette opération, ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de cette vente. De préciser que les frais d'acte afférents à ce dossier seront à la charge de la commune. Très bien. Je tiens à remercier donc les services urbanisme qui ont travaillé à ce dossier avec brio et à vous demander, donc merci à eux. Patricia leur transmettra. Et est-ce que vous avez des questions, Monsieur Sambin? Je voulais juste qu'on me rappelle à quel prix on avait vendu le terrain aux époux Rey. Alors, nous, on a déjà acheté, je rebondis sur le Gros Mour et d'autres parcelles lorsque les opportunités, et on l'a acheté à ce prix. Par contre, le terrain Rey sur la vente, c'était du terrain agricole de 50 centimes. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes Rey. Non, mais là, il y avait Rey et là, c'est RER. Ouais. Non, je voulais savoir si les prix étaient les mêmes suivant qu'on soit vendeur ou acheteur. C'est la forêt. Et l'autre, c'était un délaissé de carrière. Voilà. D'autres questions, Monsieur Platon? Oui. Dans la présentation, il est question du maintien des espaces naturels sensibles. Espace naturel sensible, c'est une appellation qui est gérée par le département. Et je voulais savoir s'il y avait sur le massif du Gros Mour une convention, une gestion particulière du département sur ce... Enfin, est-ce que c'est vraiment classé espace naturel sensible? Voilà. Alors, je ne crois pas. Je pense qu'on a une convention avec l'ONF sur l'entretien, etc. Mais non, on peut appeler le Gros Mour comme quelque part un petit peu le seul espace naturel communal que l'on a. Mais je ne pense pas que ce soit un espace naturel sensible. Hein. Donc, dans la présentation de la délibération, on corrigera ce naturel sensible qui en effet connote quelque chose de particulier. Ouais, naturel. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc vote à l'unanimité. Merci. Christian présentera le rapport numéro 8. Le rapport numéro 8, c'est pour approuver 2 conventions avec Enedis pour le raccordement des pipistrelles maison famille de Provence. Donc c'est avenue des Alpines. Il y a 2 conventions parce que d'une part c'est la partie qui est dans le parc des 2 canaux entre le transformateur, vous avez les plans derrière,
entre le transformateur et la route. Donc c'est du domaine privé de la commune, donc on est obligé de faire une convention. Et la deuxième partie, c'est entre toujours dans le parc des deux canaux, mais de l'autre côté. Là, c'est pour la pose d'un transformateur et l'alimentation des logements. Voilà, donc la première convention, celle qui est la plus petite, on a indemnisé pour un montant de 157 €. Et la deuxième, celle où il y a le transformateur et le raccordement, on est indemnisé à 375 €. Donc, il est proposé au membre du conseil municipal d'approuver les conventions de servitude numéro CS06-V06, si annexé, portant sur les parcelles cadastrées section A31, 6 au lieu-dit Saint-Joseph, et la section A 1581 au lieu-dit la Grande-Terre de la commune de Malmort, à conclure avec la société Inédis, d'approuver la convention de mise à disposition numéro R332-16CU-V07, si annexé, portant sur l'occupation d'une superficie de 25 mètres carrés de la parcelle cadastrée A1581, à conclure avec la société Inédis, à autoriser Madame le maire. Voilà, donc un rapport classique d'approbation de convention avec Enidis pour continuer, bien entendu, les travaux et l'habitat participatif dans ce secteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce rapport? On peut passer au vote directement. C'est un rapport technique. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Et le rapport numéro 9 est la même chose, mais il faut quand même le dire pourquoi on le vote. C'est toujours une convention de servitude entre Inédis, avec Inédis sur la parcelle cadastrée C2184, 6 à Terre de Saint-Jean-Ouest, à Malmort. Donc c'est, pour situer, c'est le gros transformateur qui alimente la commune. Et c'est pour l'amélioration du réseau de deux départs du transformateur. Et c'est pour enterrer des canalisations. Voilà. Donc c'est clair, c'est aussi un rapport technique. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité, merci. Donc le rapport numéro 10, je le présente, c'est la mise à jour du tableau des effectifs. Donc vous avez le tableau des effectifs qui est joint avec habituellement toutes nos cases d'emplois pourvus, d'emplois vacants, d'emplois supprimés, d'emplois à créer et du coup avec les codes qui sont précis par rapport à la voie contractuelle. Donc là, dans ce rapport, il s'agit de l'actualiser et de supprimer des grades ouverts en prévision des emplois pourvoirs, aujourd'hui pourvus sur un autre grade. Donc vous avez un premier tableau qui précise les emplois à supprimer. Donc un chef d'équipe bâtiment et technicien B temps complet, un chef d'équipe bâtiment, agent maîtrise C temps complet. Supprimer les grades ouverts pour des emplois permanents figurant ci-dessous et ouvrir les grades correspondant au recrutement. Donc à supprimer une gestionnaire des marchés publics technicien catégorie B à temps complet, à créer un rédacteur principal deuxième classe de catégorie B temps complet. Ensuite, vous avez au dos modifié les emplois permanents ci-dessous suite à un avancement de grade. Donc il est donc dit à supprimer et à créer, et vous voyez que tout est en parallèle. Un ASVP catégorie C qui était adjoint technique principal deuxième classe qui passe première classe. Un adjoint d'entretien polyvalent qui était deuxième classe catégorie C
qui passe première classe, catégorie C. Un polyvalent restauration qui était deuxième classe, qui passe agent technique principal, première classe, catégorie C. 2 agents propreté, deuxième classe, première classe, catégorie C. Un directeur adjoint restauration qui était adjoint technique, qui passe adjoint technique principal, deuxième classe. Une secrétaire administrative chargée d'accueil à la population, adjoint administratif C, qui passe adjoint administratif principal, deuxième classe. Une secrétaire administrative chargée d'accueil des services techniques, qui était adjoint administratif C, qui passe adjoint administratif, deuxième classe C. Ensuite, il s'agit de créer les emplois permanents ci-dessous. Une secrétaire administrative chargée d'accueil à la Maison du Pays, adjoint administratif principal deuxième classe, catégorie C. Un gestionnaire RH, adjoint administratif principal deuxième classe, catégorie C. Et à créer aussi, on l'a séparé parce qu'on n'est pas dans les mêmes nominations, une ADSEM, ADSEM principal deuxième classe, catégorie C. Dire que les crédits ont été prévus au budget et m'autoriser à effectuer toutes les démarches utiles. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on peut répondre à ce tableau et à cette actualisation entre les suppressions et les créations. Mais vous le voyez, tout est lié au changement de grade, au recrutement et aux réussites au concours. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Donc on peut, avant de passer aux questions diverses, aux infos diverses, d'abord voir la liste des décisions du maire. Comme à chaque fin de conseil, vous avez toutes les décisions du maire qui vous sont présentées et on peut répondre à des compléments si vous le souhaitez, plus de demandes. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions du maire? Oui, Monsieur Bruchet. Une qui concerne la décision 86. La convention, on parle d'études et après on parle de convention d'intervention. Donc c'est quoi l'objet de... Il y a une étude, c'est juste de l'intervention. C'est quoi exactement cette convention? C'est juste pour de l'intervention sur le terrain ou il y a un travail d'étude de remise à niveau des réseaux? Non, convention d'intervention d'une étude relative à la sécurisation de l'arrosage. La commune souhaite conclure une convention. Alors, il n'y a pas Sylvain, mais c'est Sylvain qui a porté cela. Avec, il souscrit avec SARL Asinfo une convention d'intervention pour un montant de 16 956 €. Je vais me tourner vers les techniciens, mais je pense que c'est toute une régularisation sur notre système d'arrosage avec Cisa Cucuron qui a déjà travaillé sur d'autres communes et qui est très spécifique là-dessus. Mais peut-être que je me trompe. Ça marche. Oui. Oui, je confirme ce que dit Madame le maire. En effet, c'est une convention qui est passée dans le cadre d'une prestation qu'on ne peut pas réaliser en interne et qui concerne à mettre à plat le règlement, on va dire, intérieur qui est en rigueur aujourd'hui sur l'arrosage. Et on a besoin d'histoire, on a besoin d'éléments d'histoire pour remonter à la convention initiale créatrice de droit, de sorte que Sylvain Cassagnier a fait un certain nombre de recherches, d'investigations, mais il a été assez vite, malgré tout son engouement et son dynamisme, voilà, il nous fallait une expertise différente, de sorte qu'on a externalisé cette prestation auprès de quelqu'un qui est très compétent en matière d'histoire sur ce point-là. Ouais. Oui. Je comprends qu'il s'agit de sécuriser d'un point de vue juridique. Oui, c'est ça. C'est une sécurisation juridique sur tous les règlements. C'est pas de la sécurisation, c'est juste... Non. En fait, c'est une sécurisation juridique de tout ce qui est arrosage et règlement. Voilà.
Donc Parce c'est que pas. le règlement actuel, il n'est pas conforme. Bah, bien, ce règlement. il est ancien. Il n'est pas a- si ancien. il- Ah non, il n'est pas ancien. On l'a travaillé en commission d'arrosage en fin de dernier mandat. Non, on a travaillé sur des points de règlement, mais en non, tout le cas. règlement intérieur des sur, arrosages, on l'a travaillé. Il a oui. été élaboré au dernier mandat. Donc, Mais il nécessite d'être beaucoup mieux borné juridiquement. Ouais, je confirme. Il faut qu'on aille vraiment là-dessus. D'autres communes l'ont fait, notamment Salon, sur déjà ce premier travail. Et je pense qu'il faut qu'on soit vraiment plus costaud juridiquement sur notre régie des arrosages. On veut le conserver en régie, mais du coup, il faut le sécuriser. D'autres questions ? Juste une demande de précision pour la dernière décision 2023-109, le contrat de maintenance de l'ascenseur à la MDA. Le montant, c'est sur 2 ans ou par an? Contrat de maintenance pour l'ascenseur de la MDA, de conclure pour 2 ans, renouvelable une fois. Mais la somme, est chaque année. Ouais. Chaque année, Ouais. donc par an. Ah, c'est cher, hein, les ascenseurs. Ah oui. C'est même les monopoles. Oui, Armel ? concernant la décision 101, décision d'Esther en justice, ça concerne quoi? Alors, il s'agit de défendre au tribunal administratif, dans le cadre d'un refus de DP que la commune a fait, de nous défendre sur ce refus. Voilà, puisque les personnes ne sont pas en accord avec le fait que la commune refuse une DP. Voilà. C'est-à-dire, c'était une demande de permis qu'avaient fait ces gens-là? Oui, une demande de permis voilà, sur le secteur de Pont-Royal, plus justement. D'autres questions? Oui, Monsieur Sambin? Alors, de toute façon, dans ces demandes-là, on sait que l'autofinancement de la commune est à minima 20%. Ça veut dire que si on a cette obtention du plan 5000 terrains de sport, on est à 30%, on est dans un très bon rapport et on ne pourra pas l'additionner à une subvention du département, clairement. Parce qu'on ne peut pas demander un terrain de sport plan 5000 à 70%, un département à 60%, et voilà, il faut toujours un autofinancement de la commune à 20% minimum. Voilà. Ah, oui, subvention du département. Oui, du coup, c'est pas le département. Là, c'est un titre qui a été repris, mais c'est une subvention dans les plans 5000 terrains de sport. Hein, c'est dans l'Agence nationale du sport. C'est pas la subvention département, 70. ANS. C'est le tableau qui a été un copier-coller et bien observé, Monsieur Sambin. Merci. Et oui, on y a pensé quand elle l'a demandé. Après, la CAF vient en complément. Si la CAF venait sur 10%, on serait en autofinancement de la commune à 20%, pourquoi pas. Voilà. Mais est-ce que c'est vers ça qu'on irait ou vers autre chose? Mais en tout cas, oui, on peut toujours essayer, puisque c'est finalisé. Ouais. Ah, au nombre de dossiers? Oui, sûrement. C'est quoi, en fait, les critères du refus de la commune?
C'est les critères d'urbanisme, hein, c'est les critères de zonage, c'est les critères... voilà, on est très... voilà. Je veux dire, le service instructeur là-dessus, il est clair dans son refus et argumente vraiment par rapport au PLU. Hein. Voilà. Le critère du refus, il est toujours très justifié et argumenté. Monsieur Platon? Moi, je reviens sur le pump track. Hein? Tout ça, c'est quand même de l'argent public, même s'il y a beaucoup de subventions. Et je vois avec satisfaction qu'il y a une autre demande qui concerne l'école Espelido pour la toiture, l'étanchéité de toiture et l'isolation thermique de façade. Donc 100 000 € à peu près pour le pump track. Donc on n'est pas dans le nécessaire, on n'est pas dans l'indispensable. Aujourd'hui, le nécessaire et l'indispensable, c'est par exemple d'étancher la toiture de la mairie, hein, où l'autre jour on était en réunion, il y a eu des cascades qui sont tombées à côté. Oui. C'est la rénovation thermique, y compris de la mairie. Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça les priorités. Et bon, je regrette, même j'ai rien contre le pump track, hein, et je n'oppose rien, mais entre le nécessaire, l'indispensable et le nice to have, voilà, je trouve qu'on fait pas tous les meilleurs choix pour dépenser l'argent public. Voilà. Mais je l'ai déjà dit et je le répète. C'est répété et en même temps, nous, on a une urgence climatique et on le sait et il faut qu'on accélère ces isolations, etc. Pour autant, on a planifié. L'hôtel de ville a un besoin évident, comme Espelido et comme Joliot, de rénovation énergétique par une isolation extérieure, par une étanchéité, etc. Et on le voit, hein, on le sait. En tout cas, on l'a planifié justement pour être cohérent sur ne pas non plus nous axer totalement là-dessus. Et le plan 5000 terrains de sport, on l'aura peut-être pas, mais en tout cas, si on l'a que cette année. Et du coup, nous avons une piste de bosse qui est loin d'être au maximum de sa sécurité dans un terrain vague. Je pense que ce pump track, on en parle depuis longtemps, est aussi attendu par les jeunes et travailler avec les jeunes dans ces demandes. Donc voilà, on diversifie, même si on sait que l'urgence climatique nous pousse et nous oblige à toutes ces rénovations énergétiques, la désimperméabilisation. Depuis lundi, nous sommes en vigilance jaune sur le plan canicule qu'on a ouvert. On a donc informé, mis nos agents dans des conditions de travail respectables par rapport à ceux qui étaient en journée entière. On a fait un début et on est prêt, si jamais on passe en orange ou rouge, à l'isolation de nos seniors, avec l'appel sur la liste, le plan canicule est prêt et s'enclenche. Voilà, je pense que les 40 que l'on vit en température nous font à chaque fois, ou les inondations du 13 juin, les phénomènes violents nous rappellent et nous font des piqûres de rappel nécessaires à cette urgence climatique et cette transformation. Donc oui, on en est conscient. Du coup, s'il n'y a plus de... Oui, si, sur les décisions du maire. Juste une précision par rapport à ce qu'il dit, on parle d'urgence climatique, mais si c'est une opportunité, ce pump track, c'est cette année, pas une autre année, c'est ça? C'est ça. Donc ça répond aussi, parfois, ce qu'on peut dire aussi à une urgence sociale, indirectement, sportive, culturelle, et si c'est une opportunité, je pense que c'est dommage de l'opposer, c'est un tout. Donc je pense que
Quelque part, si. Tu définis des priorités, on ne me l'oppose pas, mais c'est aussi important pour une certaine partie de la population, à mon avis. Donc, je pense que ça peut être pertinent. Voilà. Alors, j'oppose rien. Mon petit-fils, il est champion de BMX. Il était au championnat d'Europe ce week-end, à Besançon. Il est allé jusqu'en demi-finale. Lui aussi, enfin, on a discuté ensemble, il a 11 ans. Hein. On a discuté, il était pour, il m'a dit, mais ce que tu me dis, tu as raison. Papy, tu as raison. Sauf qu'il y a des enfants de Malmort qui pratiquent le pump track. À l'heure actuelle, ils prennent la voiture pour aller pratiquer, et ça fait partie aussi de l'urgence climatique. On a plusieurs arguments. Bon, alors, si on a fini les décisions du maire, je vous propose juste de faire quelques informations d'événements. Donc, hier soir, nous avons ouvert les marchés nocturnes, qui ont été un grand succès, avec vraiment plus de 80 exposants et des animations en concerts variés dans les grandes parties du village, du centre-ville. C'est jusqu'au 22 août, donc tous les mardis soirs, avec l'agenda qui est passé. Et le ciné plein air a commencé aussi, avec plus de 150 personnes le jeudi soir. Et hier soir, on a vraiment vu foule à Malmort, donc une belle dynamique. Sinon, le samedi 19 août, c'est la fête des moissons au Vergon, portée par l'association Siandaki, au niveau culturel. Au niveau des commémorations, je vous rappelle, la commémoration du 14 juillet, c'est ce vendredi à 18h, qui s'enchaînera par un apéritif républicain et par un concert sur la place du bicentenaire, puisqu'il en faut pour tout le monde. Hein. Les marchés nocturnes descendent jusqu'en bas et montent jusqu'en haut. Et la fête nationale se passera sur la place du bicentenaire. On aura en septembre, le 9 septembre, le forum des associations et la fête du sport, avec un Zoom que je tiens vraiment à porter, et il va falloir qu'on le parle, parce que c'est une action vraiment caritative, les courses de la boucle de la Durance, qui seront accompagnées bien entendu par d'autres associations aussi, le don du sang et la mucoviscidose, qui ont donc décidé que l'inscription de la course sera pour la cagnotte du Petit Louis. Hein. Pour votre information, nous travaillons aussi avec Roxane Tibaldi et Julien Bonino et la directrice de Joliot-Curie à sa réintégration à l'école à mi-temps dès septembre, en adaptant l'école avec les techniciens du handicap pour qu'ils puissent reprendre sa scolarité à Joliot-Curie. Donc cet été, nous faisons des travaux d'adaptation à son handicap, double handicap, hein, donc assez nécessaire de faire ces travaux-là. Et le 17 septembre, la fête du patrimoine. Et enfin, le prochain conseil municipal sera le 4 octobre. Voilà. Et nous ferons entre-temps une rentrée en septembre dans nos écoles, rentrée qui a déjà été préparée par les services éducation, vous vous en doutez. Voilà. Questions diverses, tout à fait. S'il y a des questions diverses, je n'ai pas eu de questions écrites, donc questions diverses, si on peut y répondre, sinon on reportera. Oui. Alors moi, ce n'est pas une question, je voudrais qu'on revienne un petit peu, si c'est possible, sur le point numéro 1, hein, qui concerne les archives. Donc je laisserai quand même vos services vous le confirmer, hein, mais bon, tout citoyen a possibilité de consulter les archives, même communales, hein. C'est régi par un règlement, mais tout le monde a le droit. Mais bon, je vous le laisserai. Après, en fonction des sujets de certains documents, par exemple, si des documents ont des secrets médicaux, ben, on ne peut pas les consulter avant 150 ans d'âge. Enfin voilà, chaque document a un règlement. Mais ils vous le confirmeront. Par contre, je suis agréablement surprise et désagréablement surprise. Alors,
Alors agréablement surprise, pourquoi? Parce que je vois qu'il y a une magnifique liste de pépites qui vont être transmises aux archives départementales et c'est très très bien de conserver tous ces trésors. Par contre, désagréablement surprise parce que quand il y a eu comment on appelle ça, à la maison des associations, quand on a fait la fête à la maison des associations. Oui, la fête du patrimoine. L'inauguration, voilà. L'inauguration. Voilà. Il y a eu une très très belle exposition sur le bâtiment, sur son histoire, sur son passé, sur les gens qui l'ont occupé. J'ai participé activement à cette historique, puisque bon, vous savez tous que de cœur j'affectionne particulièrement ce bâtiment. Je suis même allée jusqu'aux archives diocésaines, aux archives départementales à Marseille et tout. Mais avant, je me suis dit, tiens, je vais aller voir les archives communales. Et on m'a tout simplement dit, ah non, 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 mais nous, on n'a rien du tout, on n'a plus du tout d'archives en mairie, il faut que tu ailles à Marseille. Alors, c'est là où je suis désagréablement surprise. Et agréablement surprise de savoir qu'il y en a encore et donc que, voilà, elles refont surface et qu'on va en prendre soin, qu'on va les répertorier. Mais voilà, c'est un peu désolant de donner autant d'énergie pour participer à quelque chose et puis s'entendre tout simplement dire non, non, nous on n'a plus rien, il faut que tu ailles à Marseille. Et puis à un conseil municipal, on se rend compte que oui, et puis c'est pas très vieux quoi. Non, mais il y a une archiviste qui travaille pour nous et qui nous classe des choses comme ça. Voilà. Donc après, on peut s'y perdre dans les dédales des archives. Non, mais on m'a dit il n'y a plus rien, puisque moi je leur ai même dit, moi je leur ai même dit, écoutez, mais il n'y a pas si longtemps que ça, avant qu'il y ait les travaux, il y avait des armoires à tel endroit, il y avait des documents à tel endroit, tout ça. Ah non, non, tout ça c'est parti avec les travaux, on n'a plus rien. Bon, et ben voilà, non, mais sa les archives, voiture, elle est partie. On est obligé de mais oui, alors ça m'a étonné. Ça m'a étonné, mais bon, d'avoir on une me dit qu'on n'a là-dessus. plus rien. Peut-être que vous n'êtes pas compris, on n'a peut-être plus rien sur la maison des associations. J'ai demandé à consulter les archives, j'avais pas demandé quoi. Voilà. Et puis de toute façon, registres paroissiaux, ça en fait partie. Mais enfin, c'est pas grave, je vais quand même le noter parce que j'ai mis énormément de temps dans toutes ces recherches-là et voilà. Et je suis déçue parce qu'il y a encore peut-être des documents qui auraient pu servir à cette exposition et c'est dommage qu'on ne s'en soit pas servi. Voilà. On note. Est-ce qu'il y avait des questions diverses? Oui, Armelle. Voilà. Moi, je voudrais vous parler d'un problème important pour le village. C'est-à-dire que nous avons subi dernièrement un très gros orage. Et ce n'est pas la première fois où nous prenons la foudre en plein cœur du village. Mais cette fois, ça a été très violent, très violent. Toutes les maisons ont tremblé, ça a été vraiment très costaud. Et il se trouve que ce jour-là, fatalité, dans ma maison d'hôte, j'ai reçu 2 spécialistes de l'électricité qui venaient justement travailler à l'usine électrique de Malemort. Et ces messieurs, je leur ai demandé leur avis et leurs conseils. Et ils m'ont dit que le village était en danger du fait qu'il n'y ait pas un paratonnerre placé au point le plus haut du village. Ça, je vous en avais parlé il y a 8 ans, que le paratonnerre qui était auparavant pendant des années était éclaté et qu'il fallait le changer. J'en avais parlé il y a 8 ans. Non, mais en fait... Et là, ces gens-là, ces messieurs, m'ont bien dit que s'il n'y a pas le paratonnerre qui fonctionne sur le clocher du village, eh bien le village est en danger. On est en danger. C'est le terme exact qu'ils m'ont dit. Moi, je me mets en faux par rapport à ce qui est dit, parce que lorsqu'on a fait les travaux sur... le paratonnerre est à l'église. Et lorsqu'il y a eu la reprise de la toiture de l'église, il est bien clair qu'on en avait parlé de ce paratonnerre et que le paratonnerre existe bien au niveau du clocher. Par contre, les événements du 13 juin ont été très très particuliers avec des impacts de foudre très importants puisque
on a demandé à tous les administrés qui avaient eu des dégâts des eaux, qui avaient eu des impacts comme ça. Il faut savoir aussi qu'on a quand même eu par la suite 2 feux de maison, hein, qu'on suppose, et il y a enquêtes qui sont liées à justement cette intensité de foudre qu'il y a pu y avoir sur la commune, mais pas que, parce que c'était tout le... On a eu des reportages télé, radio là-dessus, un phénomène très très particulier, avec énormément d'électricité, assez exceptionnel, mais le paratonnerre, il est bien sur le clocher Alors du le village. paratonnerre est peut-être bien sur le clocher, moi je ne le vois pas du tout, hein, je suis allée vérifier, mais en plus je vous demanderai de faire intervenir une entreprise pour vérifier son fonctionnement, parce que je vous assure qu'il y a eu ces derniers mois plusieurs orages, hein, et la foudre elle tombe en plein cœur du village à chaque fois. Et cette fois, ah ben tu y habites toi en cœur du village? Je te dis pas qu'en plein cœur du village, parce qu'à Pont-Royal, elle est tombée aussi. Alors à Pont-Royal, elle est tombée. Elle a mis le feu à un arbre Joliot-Curie. Donc je veux dire, c'était un phénomène particulier. Il faut savoir que justement, en étant au cœur du village, on devrait être protégé par le paratonnerre. Mais c'est les messieurs spécialistes qui me l'ont bien précisé. Armel, c'était un phénomène très particulier. Le clocher avec son paratonnerre protège le village. Ce phénomène-là, on a eu la foudre sur un arbre Joliot-Curie. C'était Gérard, je crois, qui était de permanence. On a eu sur Émile Picot, le centre Essir, à l'auditorium, la foudre sur l'auditorium. On a eu un impact de foudre sur la maison des associations, hein, au niveau d'un point. Donc, je veux dire, il y en a eu de partout. Et comme je dis, par la suite, après 2 incendies de maisons où les gens ont tout perdu, qui peut être aussi une fragilisation des systèmes électriques des maisons liées aux impacts de foudre. Mais c'était un phénomène exceptionnel. Alors, ces messieurs ont bien précisé. Mais est-ce qu'ils sont allés au clocher marche bien, avec le paratonnerre? Si le paratonnerre marche bien, la foudre est attirée obligatoirement. Et il faut savoir que la foudre, même dans nos maisons bien fermées, bien barricadées au niveau courant d'air et autres, eh bien la foudre peut tomber dessus et rentrer. À travers les murs, c'est eux qui me l'ont dit. Oui, mais bon, voilà. Donc moi, je ne l'invente pas. Hein. Non, mais Armel... Donc moi, je vous demanderai de contrôler, de faire contrôler par une société spécialisée. Si vous dites qu'il y est, moi je ne l'ai pas vu le paratonnerre. Christian est aux travaux, il va le faire remonter, mais parce que là, on en avait parlé avec les cloches. Ça devient très grave, on est en danger. C'est eux qui l'ont dit, le mot danger. Mais ne dressons pas un tableau rouge avant même d'avoir vérifié cette histoire de tableau rouge, mais on a failli l'avoir, le tableau rouge. Hein. Non, mais on l'a eu sur la commune. Voilà. Le 13 juin, ça a été et on aurait un pu avoir phénomène des particulier. gens blessés et plus. Pas si des questions diverses autres, Monsieur Platon. Questions diverses. Au dernier conseil municipal, on attendait encore le rapport du commissaire enquêteur sur la modification numéro 2 du PLU, qu'on a eu depuis. Rapport très intéressant. Il y a 2 réserves, quelques recommandations et pas mal de points, de propositions qui avaient été faites, qui semblent recevoir un avis plus ou moins favorable de la commune, pas de la métropole, c'est ce que reproche le commissaire enquêteur. Voilà, donc il serait bien que le libellé, enfin s'il y a des changements, enfin donc l'association La Parole aux Citoyens et la réunion publique qu'on avait organisée a apporté un certain nombre de ces propositions. Ce serait bien qu'on puisse en discuter. C'est des évolutions de rédaction, au moins sur les points qui sont acceptés, quoi. Pour le moment, c'est un travail en urbanisme, sur des techniciens, sur les allers-retours, justement, préconisation commune et métropole. On attend ces retours et bien sûr,
Non, mais on a il fait y des aura- propositions, on peut faire des propositions de rédaction précises. Hein. Il y aura là-dessus une communication à venir. Oui. Ouais. Puisque ça devrait se terminer en octobre, hein, à peu près. Oui, non, mais donc c'est le moment de travailler dessus, quoi. C'est ce que je veux Les dire. services urbanisme y travaillent. Ils sont dessus. Non, mais avec Mais, les gens qui ont fait les propositions. Oui, mais vous avez fait 4 pages de propositions qui Ouais. sont aussi pris en compte. Et je dis, les services urbanisme y travaillent. Les propositions, vous les avez faites. Oui. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, c'est les poteaux fibres. Enfin, le déploiement de la fibre dans la commune. Donc il y a eu une réunion, j'ai compris, il y a eu un certain nombre de remarques faites qui posent problème un peu partout. Voilà, qu'est-ce qu'il en est? Parce que il y a des poteaux qui sont chez les gens, c'est clair. Et on ne peut pas prétendre le contraire, malgré ce que dit Orange. Orange s'engage à changer sur le grand chemin royal, parce que c'est surtout là que les gens... Oui. Donc ils s'engagent à les changer tous par des poteaux fibres. On va revoir la disposition, on a fait une réunion avec eux où on a travaillé. On va revoir la disposition de ces poteaux. Là où ils sont placés chez les gens, ils seront enlevés et mis ailleurs. Voilà, ils s'engagent à... Après, il y a d'autres problèmes sur la commune où là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'au centre du village, il y a des endroits, ils ne savent pas comment passer. À part faire des tranchées, ils ne savent pas. Et ils ne sont pas trop pour faire des tranchées pour l'instant. On y arrivera peut-être, mais pour l'instant, c'est pas. Donc il y a des points noirs, mais on y a travaillé. C'était un technicien et ça s'est très bien passé. Et dans le village, ils installent des boîtiers un peu partout, mais sur les façades, sans demander aux gens. Hein. On se retrouve du jour au lendemain avec un boîtier sur sa façade. Non, mais c'est sur. Ils n'installent pas sur la façade. Ils Si, installent sur la ils en sur la République. Bah, non. Non. Bah, je te montrerai. Bon, de toute façon, quand il y a des anomalies comme ça, les personnes nous font un signalement ou des associations, hein, comme pour le Grand Chemin Royal. Après, on a la chance d'avoir un technicien qui est à notre écoute et sur lequel on a fait 2 réunions après avoir insisté vraiment là-dessus. Voilà, je pense qu'on présentera cela prochainement. Pour que les administrés soient informés des avancées, des points noirs, des poches où ils rencontrent des difficultés. Ils nous ont justifié les difficultés. Et puis après, voilà, je sais qu'on avait déjà fait une fois sur Malmort Info, donc les gens, il suffit qu'ils aillent aussi pour savoir s'ils sont éligibles à la fibre et quand sur ce site-là. Peut-être qu'il est temps pour le prochain Malmort Info de rappeler un petit peu, puisqu'il y en a qui ont la fibre depuis 3 ans et puis il y en a qui l'attendent toujours. Donc ça peut créer aussi des inégalités. Je suis très sensible à l'équité de tous pour l'accès à la fibre des gens qui le demandent. Bon, je pense qu'on fera une communication à partir des éléments qu'on a, puisque depuis 4 mois, en 4 mois, on a eu déjà 2 réunions avec ces techniciens qui nous ont bien débroussaillé les problèmes et pourquoi. Donc on en sait un peu plus. Jusque-là, on n'y arrivait pas. Voilà. J'ai juste une question. Oui. Ça serait bien de dire aux gens qui, quand ils font un dossier comme ça, qu'ils hésitent ou qu'ils ne mettent pas du tout des lettres avec des propos racistes dedans. Ça a été très mal pris. Et voilà. D'accord avec toi. Mais bon, c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité, mais bon. Ouais. Les agents qui les ont lus n'ont pas apprécié du tout. Ils ont eu la chance qu'ils les ont pas.
Ça me fait, les échanges font réagir. Quand la fibre est installée, par contre, il y a des câbles qui servaient avant à la DSL, etc., qui restent en place et qui pourraient être enlevés. Là, vous en avez discuté ou pas? Pas Non, on les laisse? On n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit de toucher au cuivre. À la DSL. À la DSL, parce que les gens doivent avoir encore le téléphone chez eux, et donc ils ne sont pas obligés de passer par la fibre, et c'est pas du tout le même réseau, donc peut-être que dans 5 ans ils les enlèveront, mais pas avant. Effectivement, il y a plein de câbles qui restent qui ne servent plus à rien. Oui. Mais bon. C'est deux entités différentes. Et ils n'ont pas le droit. La loi leur interdit de les enlever. Bon, je ne sais pas si c'est la loi, mais en tout cas, ils s'en occupent pas, surtout. Ça, c'est clair. Non, mais la loi leur interdit de toucher au cuivre. Gérard, et après on conclut. C'est juste une petite information supplémentaire. On en a parlé avec Bruno tout à l'heure. Et je t'ai déjà dit un mot, c'est pour le 9 septembre. On va rajouter une petite boucle pour que tous les non-sportifs puissent participer en marchant. Je ne parle pas de toi, hein, mais tous ceux pour qu'on ait le maximum de personnes qui participent à la fête du sport. Voilà. Oui, voilà, il y a un beau programme pour le 9, et au-delà des boucles de course à pied, il y aura des petites boucles pour que justement tout le monde participe et que la cagnotte soit encore plus solidaire, voilà, importante. Bon, merci. Ah, pardon, Monsieur Sambert. Micro. Oui, j'ai une question. Si je demandais la mise à disposition d'un local ou d'un bureau, comme ont droit les élus minoritaires ou... Mais votre chef de groupe avait fait cette demande, a eu une réponse, et oui, sur ce mandat, bien sûr, au niveau du local, au niveau de l'utilisation du papier, des dispositions, etc. Donc, rapprochez-vous de votre chef de groupe et vous aurez les réponses sur la mise à disposition ou non d'un local. Ben, il y a eu la réponse, de toute façon. Si vous avez un chef de groupe, vous pouvez repartir de cette demande qui date de 2020, au début. Voilà. Les sous là qu'on manipule, parce que bon, c'est à coup de... Je m'y perds. Franchement, vous n'avez pas 2 ou 3 000 euros pour stériliser les chats? Parce que là, franchement, on n'en peut pas. Mais Moury, elle ne s'attendait pas à la dernière question sur les stérilisations des chats. Il y a des campagnes. Eh oui, parce qu'elle est secrétaire en plus. Parce que la dernière personne qui a appelé, on lui a dit, on lui aurait dit, là je parle au conditionnel parce que je ne l'ai pas entendu avec mes oreilles, ça m'a été rapporté, qu'il n'y avait plus de budget, même pour les chats du centre-ville. Non. Alors, voici, c'est bien parce que je crois qu'il y en a qui ont anticipé cette question, puisque voici le montant engagé par la commune ainsi que le nombre de stérilisations réalisées. La commune engage 9 265 € par an. Elle a fait en 2022 25 stérilisations, fois 65, chaque stérilisation coûte 65 €. En 2000... 65 €? Oui. Non mais là, il faut faire un contrat ailleurs, parce que normalement, c'est 29 €. Et en 2023, pour les 6 premiers mois, on en est à 8, et il y a une deuxième campagne à venir. Le mal. Alors, non, la convention, c'est... Maury, je laisse la parole parce que moi, j'avais une réponse là-dessus. Je l'ai fait il y a 8 jours. Tarif association, un mâle c'est 29 €, une femelle, je crois que c'est dans les 50-60 €. Oui. Tarif associatif, tarif communal, avec convention. Mais Hélène, quand j'avais fait stériliser les 35 chats de la rue Lamanon sous Monsieur Comte, hein, j'avais fait faire des devis et tous les vétérinaires, sauf un, qui elle ne voulait rien entendre, c'était tarif pour monsieur, madame, tout le monde, tous ils ont négocié les mêmes tarifs qu'ils proposaient aux associations. Et les chats de la rue Lamanon que j'avais fait stériliser
À l'époque, ça avait été la Manon le moins cher. Je les avais fait stériliser au tarif association. On appelle ça tarif association parce que c'est un tarif préférentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut être une association. Voilà. Mais c'est ce que je viens de te dire. Oui, on mais... appelle ça tarif association parce que c'est un tarif préférentiel. Ce n'est en aucun cas parce qu'il faut être une association. Voilà. Oh, putain. En tout cas, voilà, c'est le coût qu'on paye avec la convention et même avec on appelle négociation. ça tarif association. Oui, Non, oui, elle a oui. pas compris. Elle me dit, mais on n'est pas une association. On n'a pas pu négocier mieux en convention là-dessus et on paye 65 Donc, euros. Combien c'est pour un mâle? C'est combien pour un mâle? On a... La commune doit être sur 3 devis, donc tous les... Pour un mâle, c'est combien, s'il te plaît? Combien? Pour un mâle? Ben, moi, je suis 65 euros. 67 euros pour un mâle? 65. Oh. Ça date d'il y a longtemps, donc... Oui, mais donc ça date de quand? Parce que là, franchement, Hélène, 9 265 euros pour 25 stérilisations? Oui. Non, mais c'est du n'importe quoi. Ben, c'est pas du n'importe quoi, c'est un appel à concurrence à plusieurs vétérinaires, Maury est en train de l'expliquer, avec 3 devis et une convention avec le meilleur proposé. Mais on peut reprendre notre convention et essayer de renégocier, donc, mais on sera toujours obligé de toute façon de trois demandes. C'est toujours oui, d'actualité. c'est toujours d'actualité et on a toujours... on saisit la police municipale 6 premiers mois, voilà. toujours pareil. Ouais, ça marche bien. Ouais. Bon, merci à vous. En tout cas, je vous souhaite un bel été pour ceux qui prennent des vacances. Et merci à vous et à bientôt.